Aujourd'hui, je rencontre Dr Julie-Éléonore Maison-Haute, une entomologiste qui se spécialise en entomologie forensique dans le cadre de son post-doctorat à l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est-à-dire la branche de l'étude des insectes utilisée dans le cadre d'affaires judiciaires, principalement pour la détermination du moment ou du lieu de la mort dans des enquêtes criminelles. Un petit mot d'avertissement, certains sujets discutés lors de cet épisode peuvent heurter la sensibilité de certains. Il sera fait mention de cadavres, de décomposition, d'autopsie et de meurtres. Cependant, ces sujets sont abordés de manière scientifique et dans le respect des humains impliqués. Nous parlerons aussi beaucoup de larves de mouches. Je l'ajoute ici parce que personnellement, j'ai pratiquement une phobie des asticots, donc je me dis que peut-être je suis pas la seule. Julie-Éléonore nous offre un aperçu passionnant de l'entomologie légale ou forensique, de son parcours et des travaux réalisés au premier site de recherche sur les corps humains en décomposition au Canada, qu'on appelle en anglais sous le nom de Body Farm. Elle nous offre sa perspective unique en tant que personne n'ayant eu contact avec la mort qu'assez récemment et nous partage sa passion avec brio. Je m'appelle Julie-Éléonore Maison-Haute, je suis franco-canadienne. Je suis biologiste, entomologiste et actuellement chercheuse postdoctorale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Au sein de la chaire de recherche du Canada 150 en thanatologie forensique. La thanatologie est l'étude de la mort. Donc la thanatologie forensique est l'étude de la mort, mais dans un contexte d'enquête judiciaire. Qui est dirigée par la professeure Shari Forbes. Et je suis également chargée de cours aussi à l'UQTR. Ok. Apparemment, il y a plein de mots pour dire ce que c'est l'entomologie légale, entomologie forensique. Qu'est-ce que tu préfères utiliser? C'est quoi le bon mot? Oui, c'est vrai qu'il y a un peu, pas une polémique, mais il y a différents termes qui peuvent être utilisés. À l'UQTR, on privilégie le terme de forensique, qui est pas forcément un anglicisme. Et c'est vrai qu'en français, en France, on a plus tendance à utiliser l'entomologie légale, donc ça peut être entomologie médico-légale, entomologie judiciaire, criminelle. Donc moi, je vais utiliser soit entomologie légale ou entomologie forensique. C'est vraiment les deux que j'utilise en général. Ok. Puis donc ça fait quoi une entomologiste forensique? Bonne question. Alors je suis pas encore, disons, vraiment une experte en, disons, soit une entomologiste forensique ou entomologiste légale. Il n'y a pas encore officiellement d'entomologiste légale au Canada, au Québec, pardon. Il y en a ailleurs au Canada. Mais j'étudie dans ce domaine-là. Donc ça fait 2 ans que je m'intéresse aux insectes nécrophages. Donc qui sont associés à la décomposition de cadavres. J'ai oublié de demander à Julie-Éléonore de me faire un petit historique de l'entomologie légale ou forensique. Donc voilà un petit résumé, en gros, de l'histoire de l'entomologie légale. La première utilisation documentée de l'entomologie forensique remonte à l'année 1247, lorsque l'homme de loi chinois Song Tzu fait état dans un manuel de médecine légale d'un meurtre commis en 1235. Ce qu'il a fait, c'est qu'il savait que le crime avait été commis par une faucille. Donc il a demandé à tous les hommes du village d'aligner leurs faucilles sur le sol, et il a remarqué que les mouches étaient attirées par une seule faucille. Sa théorie, c'était que les mouches étaient attirées par cette faucille parce qu'il y avait des résidus en provenance du corps sur la faucille. C'est donc l'entomologie qui a permis d'identifier que c'était l'homme qui possédait cette faucille qui était coupable du meurtre. Jusqu'au 19e siècle, l'usage des insectes pour résoudre des meurtres n'est pas mentionné dans des écrits, mais ça veut pas dire pour autant que c'était pas utilisé dans la vraie vie. En fait, pendant beaucoup de temps, les gens pensaient que les insectes venaient de l'intérieur du corps, comme qu'ils apparaissaient de manière spontanée sur les corps au moment du décès. En 1855 à Paris, un bébé est retrouvé dans les murs d'une maison, et c'est les insectes présents sur le corps qui permettront d'identifier que les locataires actuels ne pouvaient pas avoir commis le crime, parce que les insectes présents devaient être nés sur le corps quand les anciens locataires étaient toujours présents. Comment t'en es arrivé à devenir entomologiste légale à partir... Avant, t'étais entomologiste tout court? Oui, alors j'ai un parcours un peu atypique, un peu sinueux. C'est vrai que quand j'étais tout petite, je voulais faire complètement autre chose. Je voulais être vétérinaire comme beaucoup de petites filles. Ensuite, ça a un peu bifurqué. J'ai fait une école d'agronomie en France. J'ai fait une école d'ingénieur agronome.
Ce qui m'intéressait plus, c'était vraiment tout ce qui est qualité de l'environnement, protection de l'environnement, etc. Et en fait, c'est vraiment en faisant un échange. En fait, j'ai fait un programme d'échange pour venir au Québec. Donc, j'ai découvert le Québec il y a à peu près 15 ans. Et j'ai décidé d'y rester. Et j'ai entrepris là, par la suite, un maîtrise et doctorat dans le laboratoire de lutte biologique à l'UQAM. Et c'est là que j'ai vraiment découvert les insectes. Donc le laboratoire de lutte biologique, en fait, la lutte biologique, c'est vraiment étudier les insectes. Nous, c'était en agriculture, dans le but de notamment réduire l'utilisation de pesticides. Et donc, moi, j'ai fait ma maîtrise et doctorat dans ce domaine-là. J'étais vraiment intéressée par l'écologie du paysage et savoir comment le paysage influençait les insectes, que ce soit les ravageurs ou les insectes auxiliaires. Donc, c'est comme ça que je suis devenue entomologiste. Par la suite, l'entomologie légale, c'est quelque chose que, en fait, ça me trottait dans la tête depuis quelque temps. J'ai toujours adoré les romans policiers, les séries policières, puis les sciences forensiques en général. J'avais même pensé entrer dans la police scientifique quand j'étais en France à un moment donné. Finalement, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Et puis, c'est quelque chose qui m'est revenu en tête, en fait, à la fin de mon doctorat. Et je dois dire, c'est vraiment en relisant des livres de Cathy Reich que je me suis dit, ah, mais en fait, au final, je peux combiner ma passion pour l'entomologie et l'entomologie légale et les sciences forensiques. Donc, c'est à partir de la fin de mon doctorat, à peu près en 2012, que j'ai commencé des démarches pour essayer de voir ce qui se faisait au Canada, au Québec. Est-ce qu'il y avait de l'entomologie légale qui s'effectuait? Donc j'ai contacté quelques entomologistes du domaine. Et ça a été un long processus, je dois dire. Puis ça a aidé en fait quand il y a eu la création du baccalauréat en criminalistique à l'UQTR. J'étais en contact avec le professeur Franck Crespino. Donc on a travaillé de longues années pour justement... Lui, il n'est pas du tout en entomologie, mais il m'a beaucoup aidé à développer ça. Et tout a débloqué en fait en 2018, quand on a eu une grosse subvention de recherche du programme Audace du Fonds de recherche du Québec, donc qui était déposé par Franck Crespino. Et en fait, ça a abouti donc sur des sommes d'argent pour débloquer pas juste l'entomologie légale, parce que ce projet-là, c'était un projet multidisciplinaire, mais ça a permis à ce que moi, je développe ce projet-là. Alors, à ce moment-là, en fait, je travaillais dans un centre de recherche en agriculture à Mirabel. Et en fait, j'ai décidé complètement de quitter mon travail pour me lancer dans cette nouvelle aventure et de commencer un postdoc en entomologie légale. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé et est arrivée aussi la professeure Shari Forbes avec sa chaire de recherche en thanatologie forensique. Et donc, je me suis rattachée à ces projets de recherche. Donc, c'est ma superviseure actuelle. Et donc actuellement, en fait, je suis en charge du laboratoire d'entomologie forensique à Trois-Rivières et on développe des projets en ce sens depuis 2 ans. Donc on a commencé nos projets de recherche en fait sur des carcasses de porc. En fait, puisque le porc est souvent utilisé comme un bon modèle pour à défaut d'avoir de corps humain. Et c'est assez long d'avoir des permis et puis des structures pour étudier des corps humains. Et depuis l'année dernière, en fait, le site de recherche est un site de recherche en thanatologie, donc qui a ouvert à Bécancour, et donc on étudie la décomposition de corps humains, et j'étudie avec quelques étudiants donc les insectes qui sont associés à ces corps humains en décomposition. Donc voilà le gros de l'histoire, qui est un peu longue. Okay. Puis la communauté en entomologie légale au Canada, elle est toute petite, comme tu dis qu'il n'y en a pas au Québec? Oui, alors oui, ça se compte sur les doigts d'une main en fait. Les recherches sont principalement effectuées, donc la pionnière dans le domaine, c'est la professeure Gail Anderson, qui elle est en Colombie-Britannique. Il y a je te dis de ce que je connais, donc il y a 2 chercheuses en Ontario aussi, Hélène Leblanc, Shara Van Larhoven. Et au Nouveau-Brunswick, il y a le professeur Gaëtan Moreau. Donc, je dis, de ce que je connais, il y a 4 principaux entomologistes qui travaillent en entomologie légale au Canada.
Okay. Et au Québec, il y a eu quelques projets de recherche qui n'ont pas forcément abouti. C'est en développement en fait, on espère. Nous, on commence des projets de recherche pour vraiment essayer de développer cette discipline-là au Québec. C'est vraiment dans les 25 dernières années que l'usage de l'entomologie légale s'est démocratisé. Gail Anderson, que Julie Éléonore a mentionné et qui est basée en Colombie-Britannique, est l'une des principales expertes en Amérique du Nord. Dans un article publié en 2018 dans La Conversation, elle raconte son rôle dans l'exonération d'une femme qui avait été emprisonnée au Nevada pendant 16 ans pour un meurtre qu'elle n'avait pas commis et pour lequel l'entomologie légale pouvait apporter la preuve de son innocence. Dans ce cas-là, en fait, c'est l'absence d'insectes sur le corps qui prouvait que le crime avait été commis alors que Christine Blayze Lobato, qui est accusée du crime, avait un alibi. En effet, les insectes ne sont pas actifs la nuit, on dit qu'ils sont diurnes. Donc leur absence prouvait que le crime avait été commis après le coucher du soleil. Le témoignage en cours de Gail Anderson et de 2 autres entomologistes prouva que l'enquête avait été bâclée à l'époque et que Christine Blayze Lobato était innocente. Et ce 8 ans après que Gail Anderson ait commencé à intervenir dans l'affaire afin de prouver l'innocence de Madame Lobato. Gail Anderson a aussi utilisé l'entomologie légale dans des cas de maltraitance animale, ce qui est assez commun, et de trafic d'animaux sauvages. Ainsi, certains insectes envahissent les plaies d'animaux quand ils sont encore vivants, et leur présence peut indiquer les périodes d'abus ou encore la date et le lieu de la mort illégale d'un animal. Au Canada, Stephen Truscott fut innocenté grâce à l'entomologie légale, 48 ans après un meurtre étant arrivé quand il avait 14 ans. Les insectes sur le corps n'avaient pas été utilisés dans l'enquête à l'époque, mais ils avaient été collectés et répertoriés sur le cadavre de Lynn Harper, victime d'un homicide à l'âge de 12 ans en 1959 en Ontario. Stephen Truscott avait été condamné du meurtre à l'époque, ayant été le dernier vu avec Lynn Harper, juste avant l'heure estimée du décès à l'époque. Des entomologistes, en recréant les conditions lors du décès de Lynn, c'est-à-dire végétation, même date, même heure, même température, et en utilisant les données sur les insectes collectés à l'époque, permit de prouver que Stephen Truscott n'était sûrement pas responsable du meurtre. Même s'il fut acquitté en 2007, il reste un suspect dans le meurtre qui est toujours pas résolu. J'ai dû réenregistrer ce bout-là plusieurs fois parce que je faisais que dire Stephen Harper. Stephen Harper avait été condamné du meurtre à l'époque. Stephen Harper avait... Nope. Puis les étudiants que tu supervises, ils sont en entomologie légale et ils veulent aussi continuer là-dedans. Est-ce que tu es en train de former une nouvelle génération? Peut-être, ça serait bien. Notre premier étudiant a commencé l'année dernière, et puis 2 autres étudiants qui commencent cette année. Donc, ils s'intéressent notamment au processus de ce qui se passe l'hiver, en fait, vu qu'on a un climat assez particulier ici. Et donc, pour savoir ce qui se passe avec le gel et dégel, l'effet du gel et dégel sur la décomposition et sur les insectes. Puis on a 2 autres étudiants qui vont étudier plus en détail les diptères ou les coléoptères, dans le but, oui, d'aider notamment le but, c'est vraiment d'avoir des données pour aider la police dans leurs enquêtes. Est-ce qu'ils vont continuer par la suite? Je l'espère, on verra bien. Quand tu dis aider la police dans leurs enquêtes, est-ce que la police prend les données issues de vos recherches puis ils l'appliquent eux-mêmes, mettons en étudiant les insectes, ou alors est-ce qu'ils font appel à vous directement pour étudier les insectes? Alors en général, les policiers en fait peuvent collecter. Je te dis ce qui se passe ailleurs en fait, c'est qu'ils peuvent collecter. Il y a des techniciens sur scène de crime qui sont formés pour collecter les insectes. Mais après, c'est vrai que tout le travail d'analyse doit être fait par un entomologiste. Ok. Donc c'est vraiment, il y a des œufs et des larves en fait de diptères, de mouches, qui sont collectés sur des cadavres. En fait, c'est ça qui va permettre notamment de déterminer la date du décès. Donc on appelle ça intervalle post-mortem. Et donc en collectant ces œufs et ces larves, ensuite on les élève en laboratoire pour avoir des adultes. Donc par exemple, nous en laboratoire, on les élève sur foie de porc dans des pots maçons avec un peu de copeaux de bois bien humidifiés, puis à température qu'il leur faut, qui leur convienne. Donc ils sont vraiment chouchoutés, et donc en fait, on attend d'avoir les adultes parce que c'est plus facile à identifier notamment pour les mouches, des mouches adultes que des larves de mouches. Et donc à partir des adultes, on va déterminer de quelle espèce il s'agit.
Et à partir de ça aussi, on peut connaître tout le cycle de développement d'une mouche. Il faut savoir que le cycle de développement des insectes, notamment des mouches, est influencé par dépend des espèces, mais aussi dépend de la température. Donc en général, plus il fait chaud, plus elles vont se développer rapidement. Et donc c'est connaissant l'espèce de mouche et les données de température que l'on peut arriver rétroactivement en fait à déterminer quand ont été pondus les premiers œufs. Et donc ce qui veut dire que la personne était décédée à ce moment-là. Donc c'est tout un calcul qu'il faut effectuer pour déterminer justement cette date du décès-là. Et donc ça, c'est effectué par des entomologistes qui vont par la suite effectuer un rapport détaillé qui peuvent par la suite redonner aux forces de police. Et ce rapport-là peut être utilisé notamment pour obtenir des aveux de la part d'une personne qui est accusée, ou ça peut être utilisé en cours. Il y a des entomologistes qui peuvent aller témoigner en cours aussi. C'est plus rare, mais ça se fait également. L'entomologie forensique est en évolution constante. De nouvelles méthodes permettent d'identifier l'ADN de la victime à l'intérieur même d'un insecte, ce qui peut aider si le corps n'a pas été découvert mais que le meurtre est suspecté. Des tests sur les insectes peuvent aussi identifier la présence de médicaments ou de drogues dans le corps de la victime, ou encore de résidus de poudre provenant d'une arme à feu ou d'un certain type d'explosif. L'avancée de la science laisse à penser que bientôt l'étude de l'expression des gènes chez les insectes permettra d'identifier avec encore plus de précision l'âge de la larve. Tu me parles de mouches. Est-ce qu'il y a que des mouches? Est-ce qu'il y a que les mouches qui s'intéressent au corps en décomposition? Non, il n'y a pas que des mouches. Il y a beaucoup d'insectes que l'on retrouve sur des corps en décomposition. Je parle de mouches parce que souvent les mouches, les diptères sont vraiment parmi les premiers qui vont coloniser un cadavre, et notamment les mouches de la famille des Calliphoridae. Donc c'est les mouches bleues-vertes qu'on retrouve, on en voit souvent autour des poubelles. Elles sont assez communes. Donc celles-là, elles arrivent assez rapidement. Après, il y a plusieurs mouches plusieurs familles de mouches qui vont se succéder au fil de la décomposition. Mais on retrouve aussi des coléoptères, par exemple. Il y a des coléoptères nécrophages, comme les sylphidés. D'ailleurs, vous avez eu un beau podcast il y a pas longtemps sur les coléoptères. Je vais pas recouper avec ça. Mais oui, les sylphes qui peuvent enterrer leur carcasse, etc., et prodiguer des soins parentaux. Donc les sylphes, ils arrivent vraiment, ils vont être attirés par les odeurs de décomposition, les odeurs de cadavres. Ils vont se reproduire, certaines espèces vont se reproduire sur le cadavre. Et par la suite, les larves vont venir sur le cadavre s'alimenter également. Donc c'est vraiment différentes familles de coléoptères qui arrivent. On a plus tard dans le processus de décomposition, en fait, quand le corps est un peu plus sec, parce qu'avec le temps, tous les tissus vont s'assécher, on va retrouver d'autres coléoptères, par exemple des Nitudilidés, qui sont des tout petits coléoptères, ou des Dermestidés. Donc eux, ils sont vraiment associés à des stades de décomposition plus secs. Donc eux, ça va être des insectes plus nécrophages, donc qui vont se nourrir vraiment du cadavre. Il y a d'autres insectes qu'on peut retrouver, d'autres coléoptères qui vont être présents, mais ils sont présents parce que ce sont des prédateurs. Donc ils sont là parce qu'ils vont se nourrir d'autres insectes nécrophages qui sont déjà Donc c'est tout une guilde d'insectes, tout un écosystème en soi. Par exemple, les staphylins, donc c'est assez facile à repérer. Les staphylins, c'est des coléoptères qui sont allongés. Et ils ont leurs élytres qui sont tronquées, en fait, qui sont vraiment très courtes. Donc ils sont assez faciles à repérer. Donc c'est les staphylinidae, hystéridés aussi. On dirait des toutes petites boules noires. En anglais, c'est les clown beetles. Et eux aussi, ce sont des prédateurs. Puis on peut retrouver des insectes aussi qui sont là un peu par hasard, qui sont opportunistes. Ils vont être là parce qu'ils recherchent de la nourriture ou un abri. Donc ils sont là, mais ils sont pas étroitement reliés au cadavre. Mais ça peut arriver qu'ils soient là. Donc par exemple, on peut retrouver des punaises, on peut retrouver des guêpes. Les guêpes, elles peuvent aussi être prédatrices. On peut retrouver toutes sortes des papillons, c'est vrai, des chenilles, mais qui ont pas forcément un lien étroit avec le cadavre. Et on retrouve aussi en fait, c'est pas des insectes, mais dans les arthropodes, on retrouve aussi les acariens qui arrivent aussi dans les derniers stades de décomposition et qui vont avoir un rôle important aussi dans la décomposition. Donc il y a beaucoup d'acariens aussi que il y a beaucoup de monde. Oui, il y a énormément de monde. C'est une grosse communauté. Est-ce que
C'est sûrement que je suis biaisée, mais j'aurais tendance à penser que les insectes nécrophages sont tous moches. Est-ce que je pourrais être surprise? Est-ce qu'il y en a qui sont beaux, qui sont colorés? Oui. Moi, je dirais à peu près pas toutes les mouches, mais presque toutes les mouches, de les regarder au stéréomicroscope, au binoculaire, on voit les couleurs irisées c'est vraiment magnifique. Les yeux ou le thorax qui sont de toutes couleurs, c'est vraiment très beau. Et dans les coléoptères aussi, il y en a certains avec notamment les staphylins, ceux qui sont plus allongés, très fins, allongés. J'en ai vu certains par exemple avec les élytres bleu turquoise. Moi je trouve ça très magnifique. D'ailleurs, je poste quelques photos. J'ai un compte Instagram où je poste quelques photos justement de ce domaine-là d'insectes nécrophages, et j'essaye de faire en sorte que ce soit pas juste dégoûtant, mais justement montrer l'intérêt d'avoir des belles photos que ce soit des mouches, de coléoptères, etc. pour communiquer ma passion en fait un peu à tout public. Ok, puis est-ce que tu as un insecte préféré dans les insectes nécrophages? Ou dans les insectes en général, d'ailleurs? Préféré, c'est difficile à dire. Là, de commencer à travailler avec les mouches, j'avais pas travaillé avec les mouches avant, mais je dois dire qu'il y a certaines familles de mouches, je les trouve vraiment belles. pas à première vue, mais ouais, dans les Califoridés, il y a des belles petites mouches, ouais, les Lucilia qui sont très 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 colorées. Ouais, j'aurais un penchant, ouais, pour les petites Ok, Lucilia. j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble, mais je vais regarder ça. J'ai fait une petite recherche sur cette mouche que vient de mentionner Julie-Éléonore, et honnêtement, je suis d'accord, c'est une mouche assez cute, c'est vraiment irisé, puis coloré, puis je mettrai une photo sur Instagram, comme quoi toutes les mouches sont pas moches. Donc ça ressemble à quoi le processus d'étude de ces insectes? Tu les collectes quand ils sont bébés, puis tu les fais grandir dans quelles conditions? Comment ça marche? Alors, en fait, ce qu'on va les insectes qu'on va mettre en élevage, c'est vraiment les mouches. On va collecter donc sur un cadavre, soit les œufs, soit des larves. Pour savoir, en fait, les premières pontes ont lieu généralement au niveau des orifices naturels. Et c'est important de collecter pour déterminer l'intervalle post-mortem les larves en fait qui sont les plus âgées. Comme ça, on aura vraiment une idée des premières pontes, de quand ont lieu les premières pontes. Donc, on collecte avec une pince les œufs et les larves que l'on ramène en laboratoire. Nous, notre procédé en fait, c'est qu'on confectionne des petites coupelles d'aluminium où dessus on place un morceau de foie de porc. Ça peut être du foie de bœuf aussi. Nous, on a choisi du foie de porc. C'est notamment moins cher. Et vu qu'on fait des expériences sur porc aussi, c'est plus constant. Et donc on dépose les œufs et les larves sur ce foie de porc, sur la petite coupelle. On met tout ça dans un pot maçon qui est à moitié rempli de copeaux de bois. Copeaux de bois, ça va être important pour ça va être le lieu où les mouches vont faire leur pupaison, leur métamorphose. Parce qu'il faut savoir qu'il y a différents stades dans le cycle de vie des mouches. Donc elles vont passer par 3 stades larvaires. Au bout d'un moment, au dernier stade larvaire, elles vont arrêter de s'alimenter et elles vont migrer. Les larves vont migrer et elles vont aller dans les copeaux de bois pour effectuer en fait leur métamorphose. On parle de pupaison. Donc elles vont se transformer en nymphes ou en pupes. Donc elles sont comme dans un petit cocon. Et après quelques temps, donc il y a l'adulte qui va émerger. Donc c'est important de maintenir cet environnement-là assez humide, que ce soit pour les œufs, les larves ou les pupes. Les pupes, elles ont un peu moins besoin d'humidité, mais il faut quand même que ça ait un certain niveau d'humidité, au minimum 30% d'humidité, pour qu'il y ait un bon développement des mouches. Et donc nous, on pose ces pots maçons avec en fait... au niveau du couvercle, on met un tissu de mousseline en fait pour que ça aère. Donc le couvercle, c'est vraiment quelque chose d'aéré, mais avec des mailles suffisamment fines pour que les larves ne s'échappent pas. Et on place ça dans des chambres de croissance avec température contrôlée.
et photopériode aussi. Donc on peut contrôler la durée du jour et de la nuit. Et donc c'est vraiment important d'avoir cette température et photopériode aussi contrôlée. Donc chambre de croissance, ça ressemble comme un grand frigo. Et puis on peut programmer la température. Et on attend. On s'en occupe chaque jour, on les réhumidifie, on regarde l'évolution. Et quand on a des adultes, malheureusement on doit les tuer pour pouvoir les identifier. Mais on fait ça doucement. On les congèle en fait. Donc en les congelant, ça permet donc de les tuer rapidement et de pas les abîmer. Et après ça, on peut procéder à l'identification des mouches avec plusieurs guides d'identification. Sur un corps en décomposition, est-ce que il y a les insectes ou les mouches sont toutes au même stade en même temps, ou alors est-ce qu'on va trouver des mouches à tous les stades de développement simultanément? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a différentes espèces de mouches qui vont coloniser le cadavre et à différents moments. Et donc on va avoir une journée d'échantillonnage, par exemple, on va avoir des larves, oui, de différents âges. On peut avoir des œufs, des larves de stade 1, 2, 3, des adultes, des pupes. On peut avoir de tout en même temps. Puis des coléoptères qui se rajoutent. Donc faut vraiment étudier toute la communauté d'insectes qui est présente pour savoir, pour comprendre ce qui s'est passé notamment. Et comme je disais plus tôt, c'est vraiment en collectant les larves les plus âgées, donc les plus grosses, que on va pouvoir déterminer le moment du décès avec précision. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la présence de blessures, quand il y a eu des plaies ou des blessures avant la mort, ça peut avoir une influence aussi, et on peut retrouver des larves qui sont plus âgées à cet endroit-là. Normalement, les larves les plus âgées, elles sont dans les endroits qui sont colonisés en premier. Donc, par exemple, les yeux, le nez, les oreilles, donc tous les orifices naturels et les parties génitales aussi. Mais s'il y a des plaies, ces plaies-là vont aussi être colonisées en même temps. Donc ça peut, justement, c'est intéressant, ça peut indiquer qu'il y a eu une blessure qui était là avant la mort. Donc on peut en apprendre beaucoup en fait sur les circonstances entourant le décès, comme ça. Puis ça prend combien de temps pour que les premiers insectes arrivent sur un corps? C'est très rapide, c'est très très rapide. Les premiers peuvent arriver dans les minutes qui suivent le décès, même voire quelques heures, mais c'est possible que dans les 30 minutes, les quelques minutes qui suivent, il y a des mouches qui soient déjà là, puisqu'elles sont attirées par différents types d'odeurs. Donc ça, c'est d'autres projets de recherche de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui se concentrent justement sur l'étude des odeurs. Il y a d'autres entomologistes aussi qui vont étudier justement quelles odeurs attirent quels insectes, etc. Mais c'est très 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 rapide. C'est d'autant plus rapide s'il y a des blessures, s'il y a du sang, ça va attirer encore plus facilement les insectes. J'ai lu sur internet que peu importe si le corps est recouvert, s'il est enveloppé dans du plastique, dans des sacs poubelles, les insectes vont rentrer quoi qu'il en soit au bout d'un moment. Ça va peut-être pas arriver dans les minutes ou les secondes après le décès, mais on va quand même trouver des insectes. Ils trouvent toujours leur chemin. Puis, est-ce que tu sais d'à quelle distance ils peuvent sentir un corps en décomposition? Oh, c'est une bonne question. Je sais pas, je pourrais pas vraiment de référence là-dessus, mais je pense que les mouches, vu ce sont des insectes qui volent très bien, qui sont très bien adaptés au vol, elles peuvent se déplacer sur de nombreuses distances. Je pense qu'elles peuvent sentir, entre guillemets, l'odeur de décomposition sur de longues distances, mais je pourrais pas donner un chiffre. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont entièrement dépendantes sur la décomposition humaine? Très bonne question. C'est ce qu'on est en train de déterminer. En général, je pense que il y a les espèces nécrophages vont pouvoir être présentes sur différents types de cadavres animaux. Est-ce qu'il y a vraiment des espèces spécifiques aux humains? Il y a quand même peu d'études en fait sur les corps humains, parce qu'il y a peu de centres de recherche il y a quelques-uns aux États-Unis, en Australie. Je pense pas qu'il y en ait des spécifiques aux humains, mais peut-être qu'on va le découvrir avec nos études. Ok. Le centre qui a été ouvert au Québec, est-ce que tu as des prédictions sur à quel point ça va être différent, vos résultats de recherche, des autres centres aux États-Unis, etc., par rapport au climat? Qu'est-ce que tu t'attends à trouver?
Oui, donc oui, ce site-là, donc en fait, qui s'appelle le site de recherche en sciences thanatologiques, expérimentales et sociales. Donc l'acronyme est REST, donc il se dit aussi bien en français qu'en anglais. Donc oui, je pense qu'on va avoir des résultats qui sont très différents de ce qui est fait notamment aux États-Unis, puisque le climat est très différent, notamment l'hiver. On va pouvoir voir quel est l'effet justement d'un climat froid sur la décomposition et les insectes, et l'effet notamment de l'hiver, du gel, du dégel, tout ça, savoir ce qui se passe pendant l'hiver. Donc là, le processus de décomposition est arrêté, mais savoir comment il repart au printemps, et au printemps quand il repart, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça repart de la même manière, ou est-ce que ça induit des changements. Donc ça, c'est vraiment important, parce qu'il n'y a pas vraiment de centre de recherche comme ça qui soit nordique et qui étudie la décomposition humaine à cette latitude-là. Donc en termes d'espèces aussi, en fait, les communautés d'insectes, il y en a qui sont généralistes, en fait, qu'on va trouver à différents endroits, différentes régions. Il y en a qui sont peut-être plus localisées, donc c'est sûr qu'on va pas retrouver les mêmes communautés d'insectes. Tout ça, c'est vraiment des choses qu'on va regarder de près, savoir quelle est la diversité des insectes nécrophages, à quel moment ils arrivent, combien de temps ils restent, en fonction des stades de décomposition, et aussi relier tout ça au climat et aux variables environnementales. Ok. Puis en hiver, comme la décomposition s'arrête, est-ce que les insectes arrêtent aussi leur activité? Alors la plupart des insectes, oui, ils vont entrer en hibernation. Donc ça peut être à différents stades, il peut être en hibernation, stade larvaire, pupe ou adulte, ça dépend des insectes. Nous, ce qui est intéressant, c'est que dans notre étude sur les carcasses de porcs qu'on a fait en 2019, en fait, on a remarqué qu'il y avait des larves qui restaient en fait tout l'hiver dans la carcasse. Les larves de Piophilidés, donc ce sont des petites mouches qu'on appelle des mouches à fromage. Et les larves, en fait, elles restaient dans la carcasse, elles étaient inactives, elles rentraient en diapause en fait à l'automne. Et en fait, la carcasse les protégeait du froid. Et au printemps, ce qu'on a remarqué, c'est qu'elles redevenaient actives. Et donc j'ai collecté des mouches à l'automne et au printemps. Et au printemps, en fait, je les ai remis en élevage, elles étaient bien en vie, elles repartaient leur cycle, donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces données-là, sachant qu'il y a quelques espèces comme ça qui peuvent survivre à l'hiver dans les cadavres. Mais sinon, la plupart, il y en a qui vont aller plus s'enfouir dans le sol pour être protégés du froid aussi. Puis mettons qu'un meurtre arrive au milieu de l'hiver, mettons fin janvier, et que le corps est trouvé, mettons, en début mars. Est-ce que l'entomologie légale est complètement exclue à ce moment-là? Est-ce que elle peut pas aider du tout? Il faudrait regarder, il faudrait faire des études, puis c'est sûr que j'ai pas de cas en tête qui répertorie ça, parce que souvent les études c'est l'été ou que les périodes plus chaudes. Je sais pas si ça peut nous donner des indications, mais il faudrait le tester pour voir ce qui est possible de déterminer. C'est sûr que on obtiendra toujours des informations moins précises durant l'hiver que durant l'été, mais peut-être qu'on peut déterminer que la personne n'est pas morte à l'automne, mais elle est morte durant l'hiver, okay, ou quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va être moins précis, mais peut-être qu'on pourrait en tirer quelques informations à avoir. Puis comme il n'y a pas encore énormément de connaissances sur comment ça se passe au Québec, jusqu'à présent, les services de police québécois, est-ce qu'ils n'utilisent pas l'entomologie légale? De ce que je sais, pas vraiment. On a des collaborations justement avec la Sûreté du Québec pour développer ça. Mais pour l'instant, en fait, ça va être plus les pathologistes des fois lors des autopsies qui peuvent fournir quelques informations concernant les larves qui sont retrouvées, savoir à peu près les stades de la larve, etc. Mais c'est pas effectué de manière très précise, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille justement pour avoir des collaborations et pour développer des protocoles plus précis, etc. pour essayer d'apporter des informations plus précises pour des enquêtes. Okay. Ça me semble fou qu'ils aient pas développé ça jusqu'à maintenant.
Parce que j'ai l'impression que, en tout cas aux États-Unis, c'est beaucoup plus utilisé. Mais c'est peut-être parce que j'écoute trop de podcasts de true crime. Mais... Je pense aussi le climat il fait pour beaucoup, que la moitié de l'année c'est des climats froids où il y a beaucoup moins de cas d'homicide aussi, donc c'est tout un tout en fait, plein de causes qui font en sorte que ça n'a pas été développé plus tôt que ça. Peut-être l'absence aussi de personnes qui étaient intéressées à développer ça, ou enfin plein de causes qui peuvent expliquer que ça n'a pas été développé plus tôt. Et au reste, tu travailles avec des personnes de quelle autre spécialité? Alors, je travaille principalement avec y a le gros de l'équipe qui fait partie du département de chimie, biochimie, qui justement va collecter les odeurs en fonction des différents stades de décomposition pour déterminer justement quelles sont les principales molécules que l'on retrouve. Et aussi, par exemple, pour aider à entraîner les chiens qui détectent qui peuvent détecter les cadavres en fait, ou les personnes humaines ou les personnes disparues en fait. Donc tout ce volet-là d'entraînement des chiens pour la police et étude des odeurs. Il y a d'autres personnes qui travaillent plus en microbiologie. Étude du sol notamment. Il y a des projets pour étudier l'effet de la décomposition, et puis quels sont les micro-organismes que l'on retrouve notamment dans le sol, et puis quel est l'effet de la décomposition sur le sol et la végétation. Ça, ce sont les projets en cours. Puis il y a d'autres projets qui vont impliquer notamment la reconnaissance faciale ou l'étude des empreintes digitales. Okay. C'est vraiment on essaye en fait d'optimiser les dons de corps, vu que ce sont des dons précieux. On essaye d'avoir vraiment de faire le maximum d'études sur chacun des corps, et on remercie notamment les donneurs et les familles de donneurs, parce que c'est vraiment des dons précieux, puis on les respecte avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous recevez beaucoup de dons ou de demandes de dons? Je dois dire, j'ai été surprise, oui, de voir qu'il y a des donneurs assez fréquents. En fait, c'est le laboratoire d'anatomie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc qui gère vraiment tous les programmes de dons. Ils ont un programme de dons de corps à la science, et c'est vraiment par eux que l'on passe pour avoir des donneurs sur le site REST. Ok. Puis toi, comment ça s'est passé ton premier contact avec des corps? Alors moi je m'étais entraînée un petit peu avant. En fait, j'avais demandé à aller visiter le laboratoire d'anatomie avant de commencer mes recherches sur le site, parce que je n'avais eu aucun contact avec une personne décédée avant. Et je voulais me préparer. Donc Gilles Bronchety, qui est directeur du laboratoire d'anatomie, m'a fait une visite du laboratoire d'anatomie, qui m'a expliqué comment ça se passait, les dons de corps, et là j'ai pu voir vraiment des corps qui étaient embaumés de deux manières différentes. J'ai pu les toucher aussi pour avoir les premières sensations. Ça s'est passé vraiment très progressivement. Donc au début, j'ai vu par exemple une jambe, puis après le corps, puis c'est vrai qu'après à la fin, il a dévoilé le visage. Donc c'était très progressif, puis il nous expliquait vraiment tout le processus. Donc c'était très intéressant. Et oui, c'est sûr que ça fait quelque chose. Puis après on s'habitue. C'est sûr que moi je vois que la personne est plus vraiment là. Je prends conscience que le corps c'est une enveloppe et que la personne n'est plus là. Mais voilà, donc c'est sûr que c'est pas évident, mais après c'est un travail. Moi je me concentre sur les insectes, et je trouve que c'est la beauté de la vie aussi. C'est un cycle, puis c'est ça. Ok. Puis est-ce que par rapport aux odeurs, etc., est-ce que tu as des moyens de protéger ton nez? Pas vraiment. En fait, oui, on peut voir que des gens qui mettent du Vicks ou du menthol sous le nez pour atténuer les odeurs. Mais au final, ce qu'on m'a recommandé, c'est de pas le faire, parce que par la suite, on associe tout le temps l'odeur qu'on se met sous le nez à l'odeur de mort. Ouais. Donc j'avais pas forcément envie d'associer l'odeur de menthol à l'odeur de mort tout le temps. Mais ça sent pas...
ça sent pas tout le temps très fort. Il y a peut-être une semaine où, pendant que la décomposition est vraiment active, là où ça va sentir fort, mais après ça s'estompe assez rapidement, puis c'est comme une odeur de fond. On s'habitue et c'est pas si fort que ça. Oui, on a des masques, on est de toute façon équipés avec nos blouses blanches, nos masques, nos gants, donc c'est sûr le masque ça atténue un peu, mais je pense que c'est une odeur à laquelle on s'habitue avec le temps. Ok. Puis avant de commencer avec des humains, toi, tu travaillais sur des cochons. Est-ce que tout le monde a commencé sur des cochons? Est-ce que les cochons étaient sur le même... au reste aussi, sur le même lieu? Les cochons, en fait, les premières expériences qu'on a fait avec les cochons, ils étaient à côté de l'université, dans un petit boisé. Donc on a eu accès en fait à ce petit boisé-là et on a eu le droit de mettre quelques carcasses de cochons dans ce petit boisé-là, à côté de l'université à Trois-Rivières. Donc ça a été fait pendant 1 an. C'était un site temporaire le temps que le site reste et soit construit. À Rest, maintenant, on peut effectuer aussi des études sur corps humain et sur cochon, notamment faire les deux en même temps pour justement comparer vraiment les communautés d'insectes sur ces deux modèles. Mais en fait, les cochons sont à l'extérieur vont être à l'extérieur de l'anse. Voilà, sont pas exactement au même endroit. Mais il faut dire que le site Rest est un site sécurisé, ultra sécurisé, avec des caméras partout, des barrières de sécurité et tout, donc qui est quand même assez inaccessible au public. Donc c'est quand même des recherches qui sont cachées. Ouais. Puis pourquoi des cochons? C'est parce que ça me semble pas... physiquement, c'est pas si proche des humains. Pourquoi? Alors, les cochons, les raisons pour lesquelles on utilise les cochons, c'est les similarités avec l'humain, c'est vraiment au niveau de la peau. Tout d'abord, ok, oui, la peau des cochons va être plus épaisse, mais c'est qu'il n'y a pas des poils comme des fourrures en fait, comme pour les autres animaux. Donc il y a quelques poils, donc qui peuvent s'apparenter au poil humain. Aussi, là, au niveau du poids, on peut avoir aussi des poids similaires, par exemple des cochons de 70 kilos à peu près, qui font à peu près le poids d'une personne. Donc c'est principalement pour ces deux raisons-là que... Bon, il y a d'autres raisons, mais je vais pas faire la liste ici. Mais oui, souvent, ça a été déterminé que c'était l'animal qui se rapprochait en fait le plus de la morphologie humaine en fait. Okay. Mais il y a des pour et il y a des contre. Il y en a qui sont totalement pour faire des études avec le cochon et puis il y a d'autres qui sont contre. Puis ils viennent d'où ces cochons? Nous, c'est des cochons qu'on récupère dans un abattoir. Donc, c'est des cochons d'élevage qui sont destinés à l'alimentation humaine, en fait, et que l'on récupère en fait le jour de l'abattage et qui sont encore entiers. Bon, ça, je dois dire, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal moi à travailler avec des cochons. Moi, je suis végétarienne et j'ai un peu du mal à travailler avec des animaux. Donc, c'est pour ça que je préfère les modèles humains puisque c'est des dons de corps. La personne c'est déjà décédée. Après, faut dire c'est des études pour justement là, ces premières études pour comparer humains et cochons. Le fait aussi qu'on utilise des cochons, c'est qu'on peut avoir beaucoup plus de répétitions. Donc pour les analyses statistiques, ça a plus de puissance statistique de faire l'expérience de la répéter plusieurs fois que d'avoir un humain. À chaque fois, les humains, on peut pas difficilement répéter l'expérience parce que les conditions sont pas les mêmes. C'est ça, s'ils arrivent pas en même temps, la météo peut changer, ça va pas être dans les conditions exactement similaires. Donc c'est pour ça aussi que les cochons sont utilisés pour avoir des répétitions et au niveau des tests statistiques pour que ce soit plus puissant en fait, les résultats. Ok. J'imagine que les espèces d'insectes varient beaucoup selon comme le type d'arbres et de plantes qu'il y a autour. Est-ce que tu as dû développer des connaissances sur les plantes et la végétation pour pouvoir travailler sur les insectes? En fait, j'ai déjà une base en botanique de par mon diplôme en agronomie. Donc j'ai déjà étudié les plantes et durant ma maîtrise, mon doctorat aussi, j'ai travaillé sur les plantes en bordure de champs. Donc et en fait des études en agronomie, en biologie, j'ai aussi des connaissances en botanique. Mais oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant de développer. Là, reste c'est plus un milieu boisé, donc c'est pas vraiment, c'est plus des arbres que des plantes. Mais oui, ça peut être intéressant de justement étudier
l'habitat et les espèces végétales qui sont présentes. Ça, c'est intéressant pour déterminer notamment si un corps a été déplacé ou non. Ça arrive dans certains cas que l'on puisse déterminer si un corps a été déplacé, notamment si on retrouve du pollen d'un arbre ou qui a pas à se retrouver là. Et la même chose avec les insectes, par exemple. Si on retrouve par exemple un corps dans un milieu boisé et dessus on collecte des larves par exemple d'une espèce qui est très urbaine, qu'on retrouve plus en milieu urbain et pas du tout en milieu forestier, on peut se dire là il se passe quelque chose, c'est louche, donc possiblement que le corps a été déplacé. Est-ce que je suppose qu'il y a beaucoup de réflexions derrière le lieu qui a été choisi pour le reste. Est-ce qu'il y a à l'intérieur du site, est-ce qu'il y a plusieurs comme îlots de végétation différents ou des trucs comme ça? Est-ce que le paysagement a été réfléchi pour reproduire certaines espèces qui se trouvent par exemple plus à Montréal ou à Québec, où je suppose qu'il y a plus de meurtres? Non, en fait pas vraiment. C'est plutôt un milieu boisé et en fait c'était plus au niveau des restrictions puis des endroits disponibles. Donc ça a été discuté par les autorités, par les professeurs en charge de monter le site, mais on n'a pas vraiment recréé d'environnement par rapport à la végétation. On peut créer différents environnements par rapport aux cadavres, en fait, dans quel état on les retrouve, s'ils sont enterrés ou quoi que ce soit. Pour la végétation ou l'habitat, c'est difficile de créer quelque chose, mais dans le futur, on peut penser qu'il y a d'autres centres similaires qui soient ouverts ailleurs au Québec, justement pour avoir une plus grande... pour que ce soit des études plus approfondies et pour avoir un aperçu de ce qui se passe justement dans différents habitats. Puis, est-ce que les mouches ont accès à un cadavre s'il est enterré? Alors, c'est une bonne question. En fait, oui, plus difficilement, pas toutes les mouches, mais il y a certaines mouches qui sont capables, oui, d'avoir accès, ou des larves, notamment les phoridés. Ce sont des tout petites mouches, quelques millimètres. On appelle ça les mouches à cercueil. En anglais, coffin fly, et du fait de leur très petite taille, donc elles vont pouvoir se faufiler dans des endroits justement comme ça, confinés à l'intérieur ou même sur des cadavres qui sont enterrés. Donc il y a certains, oui, on peut retrouver des insectes même quand le corps est enterré. Okay. Elles se faufilent comme elles creusent, comment? Ça va être plus les larves qui vont plus avoir plus tendance à se faufiler que les adultes. Puis les larves, elles sont toutes, elles sont blanches et comme on les imagine. Globalement, oui. Après, il peut y avoir des variantes. Il y en a qui sont plus allongées que d'autres. Il y en a qui sont plus poilues. Il y en a que les larves de coléoptères, elles sont différentes, elles vont avoir des pattes, les larves de mouches sont apodes, elles ont pas de pattes. Donc ça, oui, il y a quand même toutes sortes de morphologie pour les larves aussi. Puis toi, ton ambition dans la vie par rapport à l'entomologie légale, est-ce que tu veux continuer à faire de la recherche? Est-ce que tu veux plus enseigner? Est-ce que tu comptes comme consulter avec la police? Comment tu comptes appliquer ton savoir? Je te dirais un peu des trois, ça serait bien. Non, c'est sûr que oui, j'ai commencé à développer cette discipline-là, donc à travailler là-dedans il y a 2 ans. C'est sûr, j'aimerais bien continuer à travailler dans ce domaine-là. Après, les opportunités d'emploi pour juste travailler en entomologie légale, c'est peut-être pas évident, mais j'aimerais continuer à travailler dans ce domaine-là, ne serait-ce qu'en même si c'est en à côté. Et de toute manière, moi, tout ce qui est écologie des insectes, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc, si je peux continuer d'intégrer l'écologie des espèces nécrophages dans mes recherches, je le ferai. Si je peux enseigner aussi, je le ferai aussi. J'enseigne déjà le cours de biologie des insectes à l'UQTR. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, soit l'enseignement et la recherche. Donc, on verra pour le futur. Est-ce que tu penses que tu vas développer un cours sur l'entomologie légale à un moment?
On est en train de justement de développer un nouveau cours qui va faire partie du programme de baccalauréat à Trois-Rivières, le baccalauréat en criminalistique. Et donc c'est un cours, ça va être un cours sur la faune et flore forensique. Donc pas juste sur l'entomologie, mais faune et flore forensique en général, avec plusieurs intervenants. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être développé. Je pense qu'il va être disponible en 2022, ce cours-là. Ok, à faire ce podcast, je veux retourner à l'école pour tout étudier maintenant. Je vais devoir faire 10 000 baccalauréats dans d'autres disciplines. Mais en tout cas, les insectes, ça paraît vraiment intéressant à étudier. Oui, c'est passionnant. Est-ce que t'aimais les insectes quand t'étais petite? Non, pas du tout. Mais pas plus que ça. J'aimais la nature. Oui, je regardais des fourmis ou des papillons, mais je suis pas tombée dedans quand j'étais petite. Je suis pas une entomologiste née. J'avais pas plus de passion que ça pour les insectes. J'avais une passion pour les animaux en général, oui. Puis j'ai découvert ça vraiment. J'ai vraiment découvert les insectes en effectuant ma maîtrise. Ouais. Ok. Et depuis, je les trouve vraiment fascinants. N'importe quel insecte. J'adore me balader dans la nature avec mon appareil photo, puis prendre des photos macro des insectes sur les plantes. J'adore ça. Qu'est-ce que tu penses de la représentation de l'entomologie légale ou forensique à la télé ou dans les films? Est-ce que en général c'est bien représenté ou alors est-ce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe? Il y en a pas tant que ça, l'entomologie légale. On voit dans les sciences forensiques, oui. Après, au niveau de l'entomologie, je veux dire que c'est quand même peu représenté. Moi, ce qui me fascine à chaque fois sur les scènes de crime, c'est par exemple les femmes qui arrivent avec leurs petits talons, leurs beaux tailleurs, personne qui a des blouses blanches, qui a aucun masque, qui sont avec leur... bon, bref, ça se passe pas du tout comme ça. Et en fait, non, ça se passe pas du tout comme ça parce que c'est vraiment souvent des personnes différentes qui vont être sur le terrain, qui vont prélever ce qu'il y a à collecter sur le terrain, et après c'est envoyé à d'autres personnes qui vont analyser ça en laboratoire, puis après il y a les enquêteurs, donc c'est plus compartimenté en fait, c'est pas une personne qui va tout faire en même temps. Est-ce que tu as eu l'occasion toi déjà de travailler avec la police sur un meurtre? Non, pas encore, mais c'est quelque chose qui est en processus en fait pour cette année. Okay. Puis qu'est-ce que c'est que tu préfères à propos de ton travail? Moi, j'aime j'aime que ce soit diversifié. J'aime faire du terrain le matin, aller faire l'identification l'après-midi. J'aime donner une conférence à un moment donné. J'aime superviser les étudiants. Analyser des données, écrire un article. J'aime ce côté-là diversifié à la recherche. Ok. Puis c'est quoi que t'aimes le moins? Ce que j'aime le moins, ça va être l'opposé. Quand c'est trop répétitif, je m'ennuie en fait. Au bout d'un moment, je m'ennuie. Quand je fais la même chose toute la journée, par exemple là, je vais identifier des insectes. Ah, j'ai trouvé ça c'est telle famille de mouches ou telle espèce. Bon. C'est le fun au début, mais au bout de 4 heures que t'as vu les mêmes espèces de mouches et t'as identifié les mêmes espèces de mouches, oui, c'est intéressant, mais je vois la finalité. À la limite, je vais avoir hâte d'avoir l'ensemble des données pour pouvoir analyser les données, et puis pour voir ce que ça donne, et puis voir si j'ai ce qui ressort de tout ça. Mais c'est vrai que les tâches trop répétitives, ça m'ennuie plus. Ok, en tout cas, t'as l'air d'aimer ton travail quand même. Si t'aimes même écrire des articles. Oui. Ok, est-ce que t'as des ressources à recommander si les gens voudraient en apprendre plus? Ouais, j'ai quelques ressources. En fait, on a le site web, le site REST, qui est disponible. Il y a vous allez pouvoir voir un peu sur quoi travaillent toutes les personnes qui sont associées au site. C'est www.uqtr.ca/rest. Puis aussi, j'ai donné une conférence au Centre international de criminologie comparée, où justement je parle d'entomologie légale, je fais un peu l'historique de tout ça. Et ça a été filmé et c'est disponible sur YouTube, donc vous pouvez taper mon nom, puis CICC, puis vous trouverez ça. Ok. Sinon, dans les livres, il y a un livre en français que j'aime bien. Il vient d'Europe, mais il y a quand même les bases d'entomologie forensique. Ça s'appelle Traité d'entomologie forensique, les insectes sur les scènes de crime. Donc c'est un petit livre pas trop cher de Claude Wyss et Daniel Chérix.
quand même pas mal si on va avoir un petit aperçu de ce que c'est l'entomologie. Ouais, c'est une lecture abordable pour... Non, c'est plus un livre scientifique. Okay. Après, ouais. Ok, est-ce que les gens peuvent te trouver sur Internet? T'as dit que t'avais un compte Instagram où tu postes des petites photos. Oui. Alors, mon compte Instagram, c'est abracadabra.fly. Puis sinon, on tape mon nom, je suis facilement trouvable sur LinkedIn. J'ai un site web perso aussi, LinkedIn ou ResearchGate ou Okay. Instagram aussi, un Twitter. Je suis un peu moins active sur Twitter, mais j'ai un Twitter aussi. Ouais, c'est là que je t'ai trouvé. Oui. Voilà. Bah, je pense que c'est bon. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Quelque chose que j'aurais dû te demander? Non, merci pour l'entrevue. J'espère que les gens auront apprécié et que n'ont pas été trop dégoûtés par ce sujet-là. Mais non, les insectes sont vraiment passionnants. Quel que soit le domaine, même si on étudie la décomposition, moi, je trouve que c'est quand même... Il y a des beaux insectes partout. Ok, ben merci beaucoup. Merci. C'était une discussion vraiment très enrichissante pour moi et j'espère que vous l'avez aussi appréciée. Je vais mettre des liens vers les médias sociaux mentionnés par Julie et Léonore dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé cette conversation, vous pouvez partager l'épisode autour de vous, vous abonner, laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast et nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook à Superspécialiste et Twitter à SuperSpecPod1. Je posterai des photos de certains insectes qu'on a mentionnés dans l'épisode sur Instagram. Ok, merci. Bye bye.